Je m'appelle Stella Ingram. J'ai 22 ans. N'applaudissez pas. C'est moi qui ai payé pour ce diplôme, pas elle. Mon père a hurlé depuis les gradins, devant 2000 personnes, au moment précis où je finissais mon discours de major de promo à l'université d'État de Millbrook. Je veux que vous gardiez cette image en tête. Un homme en blazer bleu marine, debout dans une mer de familles assises, sa voix se brisant contre les murs du gymnase, tandis que sa propre fille se tenait au podium, les mains tremblantes, portant un cordon d'honneur doré qu'elle s'était acheté elle-même. 2000 personnes se sont tues. Mon pouls martelait si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. Mais voici ce que mon père ne savait pas. J'avais cumulé 3 emplois pendant 4 ans. J'avais payé chaque centime de ce qu'il prétendait être à lui. Et la doyenne, assise à 2 mètres de moi sur cette scène, avait déjà un dossier sur son bureau, avec sa signature sur 8 chèques qu'il n'aurait jamais dû encaisser. Il pensait qu'il s'attribuait le mérite. En réalité, il était en train de passer aux aveux. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 ans en arrière, à l'automne. Jusqu'à mes 16 ans. La dernière semaine où j'avais encore ma mère. Ma mère, Margaret Ingram, était une professeure de biologie au lycée qui pouvait faire passer la mitose cellulaire pour une histoire d'amour. C'est grâce à elle que je suis tombé amoureuse de la science. Chaque soir après le dîner, elle s'asseyait avec moi à notre petite table de cuisine, celle avec le pied bancal qu'elle promettait toujours de réparer, et nous passions en revue mes devoirs ensemble. Notre réfrigérateur était tapissé de mes bulletins scolaires, de mes rubans de concours scientifiques, de mes certificats d'excellence. Elle scotchait chacun d'entre eux elle-même. Notre maison n'avait rien de luxueux. Un 3 pièces dans une rue calme de la banlieue de Dayton, dans l'Ohio, avec une cuisine qui sentait toujours le bouillon de poulet et un jardin qui avait besoin d'être tondu. Mais ma mère faisait en sorte que ce soit l'endroit le plus sûr du monde. Mon père, Gérald, était une présence différente. Il travaillait comme expert en sinistre, salaire décent, horaire régulier, et il se considérait comme le pourvoyeur, l'homme de la maison. Il ne venait jamais aux réunions parents-professeurs. C'est un travail de bonne femme, disait-il. Et ma mère serrait les lèvres et y allait seule. Il contrôlait les finances familiales, jusqu'au budget des courses. Ma mère avait un petit compte chèque à elle, son argent de l'indépendance, comme elle l'appelait, une rébellion silencieuse dont elle ne parlait jamais au dîner. À l'automne de mon année de première, on a diagnostiqué à ma mère un cancer du poumon de stade 4. Elle n'avait jamais fumé un seul jour de sa vie. L'univers ne se soucie pas de l'équité. Elle a tenu 11 semaines après le diagnostic. Dans ces dernières semaines, alors que j'étais assise à côté de son lit d'hôpital à faire mes devoirs de calcul pour qu'elle puisse regarder, elle adorait me regarder travailler. Elle a dit quelque chose que je n'ai compris que des années plus tard. Tu iras à l'université, ma chérie. Je me suis déjà occupé de tout. Je pensais qu'elle voulait dire spirituellement. Je pensais qu'elle me donnait la permission de rêver. Elle avait un vieil ordinateur portable, un Dell abîmé avec une charnière fissurée, que j'ai emballé dans un carton après les funérailles et que je n'ai pas pu me résoudre à ouvrir pendant des années. Cet ordinateur allait tout changer, mais je ne le savais pas encore. Ma mère est morte un mardi. La cuisine est devenue silencieuse après ça. La semaine après les funérailles, mon père a agi vite. Il a clôturé le compte chèque personnel de ma mère, son argent de l'indépendance, et a tout transféré sur le sien. Il a rassemblé son courrier, ses documents, ses dossiers dans une seule boîte qu'il gardait dans le placard de son bureau. Je m'occuperai de la paperasse à partir de maintenant, a-t-il dit, debout dans le couloir avec une pile d'enveloppes. Tout le courrier passe par moi d'abord. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour les factures. J'avais 16 ans. Mes grands-parents des 2 côtés étaient partis. Je n'avais ni frère et sœur, ni tante ou oncle à proximité, juste une grand-tante, Hélène, qui vivait à 3 états de là et envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de $10. Gérald Ingram était la seule famille qu'il me restait. Quand votre monde se réduit à une seule personne, vous ne remettez pas en question les conditions. Il a restructuré la maison comme il restructurait les réclamations au travail, efficacement, sans consulter personne. La table de la salle à manger est passée de 3 chaises à 2. Il s'asseyait en bout de table. Je débarrassais les assiettes.
Le fauteuil de lecture de ma mère a déménagé dans le garage. Son manteau a disparu du crochet près de la porte. Une fille de ton âge devrait savoir comment tenir une maison, m'a-t-il dit un soir pendant que je récurais une casserole. Ta mère le faisait. Maintenant, c'est ton tour. Je cuisinais le dîner tous les soirs. Je nettoyais les salles de bain le samedi. Je repassais ses chemises le dimanche. Je me disais que c'était le deuil, sa façon de faire face. Je me disais qu'il s'adoucirait. Il ne l'a pas fait. Et quelque part dans cette période, dans ces mois où j'étais trop plongé dans le deuil pour prêter attention à autre chose qu'à la survie, des lettres ont commencé à arriver des universités et des fondations de bourses d'études. Des lettres qui m'étaient adressées. Mon père récupérait le courrier chaque après-midi à 16h15. Je n'en ai jamais vu une seule. En terminale, j'ai postulé à l'université d'État de Millbrook, une solide école publique de recherche à environ 4 heures de la maison. J'ai écrit mes essais de candidature à la table de la cuisine après la vaisselle, à la même place où ma mère s'asseyait avec moi. J'ai été admise. Quand l'email d'acceptation est arrivé sur mon adresse scolaire, je l'ai imprimé et ramené à la maison comme un trophée. Mon père l'a lu à table, en mâchant son dîner, et l'a posé à côté de son assiette. D'accord, a-t-il dit, je l'autorise. L'autoriser. Comme si l'université était une faveur, et pas mon avenir. Puis sont venues les conditions. Il m'a fait asseoir ce week-end-là avec un bloc-notes. L'homme adorait les bloc-notes. Et il a exposé les termes. Il couvrirait les gros frais. En retour, je contribuerai à hauteur de $800 par mois grâce à un travail. Ta part, appelait-il ça. Je n'élève pas quelqu'un qui pense que le monde lui doit quelque chose. $800 par mois, ça semblait énorme. Mais j'ai hoché la tête. Il payait le reste, après tout. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que j'ai cru. Ce que je ne savais pas, ce que je ne saurais pas avant 3 ans, c'est qu'il n'y avait pas de reste. Il n'y avait pas de facture de scolarité au nom de Gérald Ingram. Une bourse complète avait déjà couvert chaque centime. Il racontait une histoire différente à nos proches. Lors d'un barbecue familial cet été-là, je l'ai entendu tenir audience près du grill, une bière à la main. Personne ne m'a rien donné. Je paie pour l'avenir de cette fille de ma propre poche. C'est ce que fait un vrai père. Tout le monde hochait la tête. Quelqu'un lui a tapé dans le dos. Cet automne-là, il m'a conduite au campus dans son nouveau Ford F-150. Acheté ce printemps-là en liquide. Prime de fin d'année, avait-il dit. Je n'ai pas pensé à remettre ça en question. J'aurais dû. En première année, je suis devenu 3 personnes. Le matin, j'étais tutrice de chimie au centre d'apprentissage du campus. $15 de l'heure. Surtout des étudiants de première année qui n'arrivaient pas à équilibrer les équations. Les après-midi, entre les cours, je travaillais au bureau de près de la bibliothèque, un poste fédéral d'études-travail qui payait le salaire minimum mais me permettait d'étudier pendant les périodes creuses. Les week-ends, j'enchaînais les services de traiteur pour une entreprise appelée Silver Leaf Events. Chemise blanche, pantalon noir, pieds endoloris, portant des plateaux de beignets de crabe pour des gens qui portaient des chaussures coûtant plus cher que mon loyer mensuel. 18 heures de cours, 3 emplois, 4 à 5 heures de sommeil les bonnes nuits. Mes baskets se sont trouées aux semelles en octobre. Je les ai scotchées avec du ruban adhésif et j'ai continué, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Ma moyenne à la fin du premier semestre, 3,97. Au printemps, 3,95. J'ai figuré sur la liste du doyen les 2 trimestres. Chaque mois, le premier du mois, je virais $800 sur le compte de mon père. Il ne m'a jamais remercié. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais. Nos appels téléphoniques du dimanche suivaient le même script? Tu l'as envoyé? Oui. Bien. Clic. Une fois. Juste une fois. J'ai appelé pour lui dire que j'étais sur la liste du doyen. Il y a eu une pause sur la ligne, et puis, c'est juste une liste, Stella. Appelle-moi quand tu auras un vrai travail. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur de ma chambre d'étudiante pendant un long moment. Ma colocataire, Rachel Torres, une étudiante en sociologie de Phoenix avec un rire qui pouvait remplir un stade, m'a regardé depuis son lit et a dit « Ça va ». « Ça va », ai-je dit. Je n'allais pas bien,
mais je ne savais pas encore à quel point les choses n'allaient pas bien. Je brisais mon corps pour payer une dette qui n'existait pas. Et l'homme qui la collectait dépensait le vrai argent en mobilier de jardin. Deuxième année, week-end des parents. Mon père est venu au campus pour la première et unique fois. J'avais été nerveuse à ce sujet pendant des semaines, pas parce que j'avais honte de ma vie, mais parce que j'avais commencé à remarquer que ma vie ne ressemblait pas à celle de quelqu'un dont le père payait tout. Ma chambre était spartiate. Ma garde-robe venait de friperie. Je mangeais des ramen 3 soirs par semaine. Mais j'avais organisé une visite du campus, réservé une table au réfectoire, même repassé un chemisier trouvé chez Goodwill pour avoir l'air soigné. Gérald est arrivé dans son F-150, portant un polo Ralph Lauren, des lunettes de soleil aviateur, et l'assurance d'un homme qui croyait à sa propre mythologie. Je l'ai présenté au professeur Diana Colton, ma conseillère pédagogique, une femme vive et patiente dans la quarantaine qui s'était intéressée à mes recherches. Alors, c'est vous qui lui remplissez la tête avec du travail de labo ? A dit mon père, en lui serrant la main trop fermement. Le professeur Colton a souri poliment. Stella est l'une des meilleures étudiantes du département. Gérald a ri. Le genre de rire qui n'en est pas vraiment un. Vous pensez qu'un diplôme scientifique va l'aider ? Je n'arrête pas de lui dire, trouve un homme bien. Installe-toi. Mais elle veut jouer à la scientifique. Il s'est penché comme s'il partageait une confidence à mes frais. Le silence a duré environ 2 secondes, mais j'ai senti chaque milliseconde. Les yeux du professeur Colton ont clignoté vers moi. J'ai regardé le sol. Plus tard, en me raccompagnant à mon dortoir, elle a demandé doucement, « Votre père est toujours comme ça ?» « Il est vieux jeu, ai-je dit. Elle a hoché la tête, mais je pouvais la voir réfléchir. Une étudiante travaillant 3 emplois dont le père prétend tout payer. Un père qui ne veut pas que sa fille utilise son diplôme. Quelque chose ne collait pas. Et Diana Colton était le genre de femme qui remarquait quand les chiffres ne s'équilibraient pas. Les appels du dimanche ont empiré en 2e année. Ils suivaient un modèle si prévisible que j'aurais pu les écrire. Ils commençaient par l'argent. Tu l'as envoyé. Puis ils passaient à la culpabilité. Ta mère est partie, Stella. Je suis le seul qui reste. Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour te garder dans cette école ? Et il terminait par le contrôle. Tu me dois ça. N'oublie pas ça. Chaque dimanche. Même rythme, même mot, comme une liturgie qu'il avait mémorisée. Rachel a commencé à remarquer. Elle restait sur son lit à faire semblant de lire pendant que j'étais assis sur le mien, le téléphone pressé contre l'oreille, répondant par monosyllabes. Après avoir raccroché, elle me regardait aller dans la salle de bain et fermer la porte. Elle ne disait jamais rien sur le fait que j'ouvrais toujours le robinet. Elle savait ce que le bruit de l'eau courante couvrait. Un dimanche de novembre, Gérald a demandé plus. Envoie $200 de plus ce mois-ci. La chaudière a besoin de réparation. $200 que je n'avais pas. J'ai sauté des repas pendant 2 semaines. J'ai dit à Rachel que je faisais le jeûne intermittent et j'ai viré l'argent. Pendant ce temps, Gérald racontait une histoire de sacrifice à ses amis. Je le sais parce que son pote Frank Murdoch m'en a parlé à Noël. Ton père parle de toi tout le temps, ma chérie. Il dit que tu lui coûtes les yeux de la tête, mais qu'il ne voudrait pas qu'il en soit autrement. J'ai souri. Que pouvais-je faire d'autre ? Mais Rachel, qui payait moins par semestre que moi, et dont les parents ne contribuaient en rien, m'a fait asseoir un soir avec la franchise que seule une vraie amie peut avoir. Stella, tu paies $1000 par mois à ton père, et il dit qu'il paie tes frais de scolarité. Tu as 3 boulots. J'en ai 0. Quelque chose ne colle pas. Je lui ai dit qu'elle réfléchissait trop, mais la graine était là. Et les graines, avec assez de temps, ont tendance à fissurer le béton. Thanksgiving, 2e année. Je suis rentré à la maison dans une voiture empruntée et j'ai commencé à cuisiner à 5 heures du matin. Gérald avait invité environ 15 personnes, cousins, vieux voisins, quelques amis du travail. Il avait acheté une dinde chez Whole Foods et m'avait fait la dresser sur notre plus beau plat pour qu'elle ait l'air faite maison. Ne dis à personne que je ne l'ai pas cuisiné, a-t-il dit. Et j'ai pensé, tout chez toi est une performance. À 18 heures, la maison était pleine. J'avais fait les accompagnements à partir de rien, purée de pommes de terre, ragoût de haricots verts, pain de maïs, 2 tartes. Mes mains sentaient la sauge,
et mon dos me faisait mal d'être resté debout depuis l'aube. Gérald s'est assis en bout de table dans une chemise bien repassée, jouant au patriarche. Avant que quiconque ne touche à sa nourriture, il a levé son verre. Cette année, je dépense plus de 30 000 $ pour envoyer Stella à l'école. Qui d'autre peut dire ça? Mais c'est ce que fait un père. Applaudissements. De vrais applaudissements. Le mari de ma cousine a sifflé. Je suis restée assise, les mains sur les genoux. Une tante s'est penchée et a demandé ce que j'étudiais. J'ai commencé à expliquer mes recherches en biochimie, un projet d'inhibition enzymatique dont j'étais sincèrement fier. J'ai prononcé environ 2 phrases avant que Gérald ne me coupe la parole à travers la table. Recherche, a-t-il dit, le mot sonnant comme s'il avait mauvais goût. Mon argent, son passe-temps. Rire. Quelques-uns mal à l'aise, mais des rires. J'ai pressé ma serviette sur ma cuisse sous la table si fort que mes articulations sont devenues blanches. Plus tard, pendant que je faisais la vaisselle seule dans la cuisine, ma grand-tante Hélène est apparue à côté de moi. Elle a essuyé une assiette en silence pendant un moment, puis a dit très doucement, « Ta mère serait si fière, ma chérie. Elle a tellement essayé de s'assurer que tu serais prise en charge. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Pas encore. Merci, tante Hélène, ai-je dit. Elle a tapoté ma main et n'a rien dit d'autre. Mais l'expression sur son visage, quelque chose entre la tristesse et l'excuse, est restée avec moi longtemps après mon retour au campus. À la fin de la 2e année, ma moyenne était un parfait 4,0. Liste du doyen pour le 4e semestre consécutif. Le professeur Colton m'a nominé pour un poste de recherche de 1er cycle au laboratoire de biologie moléculaire, une place qui allait généralement aux étudiants de 3e et 4e année. Je l'ai eu. J'ai appelé Gérald un dimanche, me préparant au script habituel. Au lieu de cela, il m'a surprise. Bien, a-t-il dit. Un mot. Mais venant de lui, cela ressemblait à une ovation debout. J'ai raccroché et je me suis surprise à sourire dans le miroir, vraiment sourire, et j'ai détesté qu'une syllabe d'approbation tiède de cet homme puisse encore me donner l'impression d'avoir gagné quelque chose. Ce que je ne savais pas, c'était pourquoi il était de bonne humeur. La fondation Peyton Scholar venait de déposer le versement du semestre d'automne, 15 500 $, sur le compte joint. Mon père passait une très bonne semaine. Cet été-là, je suis rentré à la maison pour 2 semaines avant de reprendre des services de traiteur supplémentaires. La première chose que j'ai remarqué, un nouvel ensemble de patios dans le jardin. Fer forgé, table en verre, 6 chaises, le genre d'ensemble qu'on voit dans les magazines de décoration. Quand as-tu eu ça? Ai-je demandé. Je me fais plaisir de temps en temps, a-t-il dit. Dieu sait que je le mérite. J'ai passé cet été-là à manger des nouilles instantanées dans mon dortoir et à enchaîner les doubles services. Gérald s'asseyait sur son nouveau patio et buvait du thé glacé. La deuxième chose que j'ai remarquée, et celle-ci a vraiment fait mal, ma chambre avait disparu. Il l'avait transformée en tanière. Télévision à écran plat montée sur le mur où se trouvait ma bibliothèque. Un fauteuil inclinable en cuir là où se trouvait mon lit. Mes affaires, livres, photos, la boîte des affaires de ma mère était empilée dans le garage. « Tu as une chambre à l'école » a-t-il dit quand je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. « Tu n'as pas besoin d'eux. » J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, et je ne suis pas revenu à la maison avant très longtemps. L'année de licence a tout changé, et ça a commencé avec une charnière cassée. Quand Gérald avait vidé ma chambre, il avait déplacé le vieil ordinateur portable d'elle de ma mère dans un carton au garage avec tout le reste. Lors de ma brève visite estivale, je l'avais sauvé, fourré dans mon sac de sport sans vraiment réfléchir. Il était resté dans mon placard à l'école pendant 2 ans. Je ne pouvais pas me résoudre à l'ouvrir. L'allumer donnait l'impression d'entendre sa voix, et je n'étais pas prête. Mais en octobre, j'ai eu besoin d'un ordinateur de secours. Mon propre ordinateur portable avait planté pendant les partiels, et je ne pouvais pas me permettre de le remplacer. Alors, j'ai apporté le Dell au bureau d'assistance informatique du campus et j'ai demandé s'il pouvait le faire fonctionner. 3 jours plus tard, le technicien m'a appelé, j'ai récupéré le disque dur. Tout est là. Je l'ai ramené dans ma chambre, j'ai attendu que Rachel parte en cours, je me suis assise sur mon lit avec l'ordinateur ouvert sur mes genoux, et le bureau de ma mère me regardant en retour. Son fond d'écran était une photo de nous deux à la foire d'État,
âgé de 12 ans, de la barbe à papa sur le menton. J'ai ouvert ses emails. La plupart étaient des newsletters ordinaires, de la correspondance scolaire, un fil de discussion avec tante Hélène à propos d'une recette. Mais dans le dossier des brouillons, je l'ai trouvé. Un email à la Fondation Peyton Scholar, daté du 14 mars, 3 mois avant sa mort. 6 juin, une candidature remplie pour la bourse Peyton Scholar, une bourse complète au mérite d'une valeur de $31 000 par an. La candidature était pour moi. En dessous du brouillon, dans son dossier envoyé, une réponse de confirmation de la Fondation, « Chère Madame Ingram, nous avons reçu votre candidature au nom de Stella Monsieur Ingram. Vous serez informé de notre décision d'ici le 1er août. » Ma mère était mourante, et elle avait passé ces dernières semaines à remplir des demandes de bourse depuis son lit d'hôpital. Je l'ai lu 4 fois. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Elle avait dit qu'elle s'était occupée de tout. Elle le pensait littéralement. Mais si j'avais obtenu cette bourse, où était l'argent? Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau d'aide financière à 8 heures précises et je me suis assise en face d'une conseillère nommée Linda. Ma voix était stable, mais mes mains agrippaient la sangle de mon sac si fort que mes doigts me faisaient mal. J'ai une question, ai-je dit. Est-ce qu'une bourse a déjà été attribuée à mon nom? Linda a tapé, cliqué, fait défiler. Puis elle a levé les yeux avec une expression que je ne pouvais pas lire. Oui, la bourse Peyton Scholar, bourse complète au mérite, $31 000 par année universitaire, actuellement dans sa 3e année de versement. La pièce a tangué. Versement, ai-je répété. À qui? Sur le compte étudiant lié à votre dossier. Le compte est à votre nom. Stella Monsieur Ingram, avec un co-signataire autorisé. Elle a lu le nom sur l'écran. Gérald R. Ingram. Je ne me souviens pas de ce que mon visage a fait, mais Linda s'est penchée en avant. Mademoiselle Ingram, ça va? Je n'allais pas bien. Je faisais des maths. 4 semestres à $15 500 chacun, plus 2 autres déjà traités. 6 versements jusqu'à présent, totalisant plus de $90 000, déposés sur un compte que mon père avait ouvert quand j'avais 17 ans. Un compte dont je n'avais jamais vu de relevé, un compte dont il m'avait dit qu'il était pour les urgences. Est-ce qu'une partie de cet argent a été appliquée à mes frais de scolarité? Ai-je demandé. Linda a vérifié. Vos frais de scolarité ont été payés intégralement chaque semestre par le versement de la bourse. Donc, les frais de scolarité sont couverts à 100%, plus une allocation pour les livres et les frais de subsistance. Je me suis rassise. 3 emplois, $800 par mois envoyés à mon père, les repas que j'avais sautés, les chaussures que j'avais scotchées, tout ça pour une facture qui n'existait pas. $124 000 à ce jour. Et je n'avais pas vu un seul centime. Merci, ai-je dit, parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Je suis sorti de ce bureau et je me suis assise sur un banc devant le bâtiment de l'administration pendant 45 minutes, regardant les étudiants passer avec leurs sacs à dos et leurs tasses de café, et j'ai senti toute l'architecture de ma vie se réorganiser. Le dimanche est arrivé. Le téléphone a sonné à l'heure habituelle. Le mois est presque fini, a dit Gérald. Envoie le taux. J'ai besoin de nouveaux pneus. J'étais assise sur mon lit. Rachel était à la bibliothèque. La chambre semblait énorme et étouffante à la fois. D'accord, ai-je dit. Ma voix s'est brisée sur la 2e syllabe, à peine, une fissure capillaire, et j'ai retenu mon souffle, attendant de voir s'il le remarquerait. Il ne l'a pas fait. Il n'écoutait jamais assez attentivement pour remarquer. Et Stella, ne sois pas en retard. Je ne devrais pas avoir à te le rappeler chaque mois. Je ne serai pas en retard. Bien. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone face contre terre sur mon matelas et j'ai marché jusqu'à la salle de bain. J'ai ouvert la douche, la vieille astuce, celle dont Rachel faisait semblant de ne pas connaître, et je me suis assise sur le carrelage et j'ai laissé 6 ans d'obéissance se fissurer. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais furieuse. Parce que chaque heure passée à ranger des livres à la bibliothèque pour $7.25 de l'heure, chaque samedi soir à porter des flûtes de champagne pour des inconnus dans des salles de bal, chaque problème de calcul que j'avais résolu à 2 heures du matin entre 2 services. Tout cela avait été bâti sur un mensonge. Ils n'avaient pas payé un seul dollar pour mon éducation.
Ma mère mourante avait assuré mon avenir depuis un lit d'hôpital, et mon père l'avait volé et l'avait appelé le sien. Quand Rachel est rentrée, elle m'a trouvé sur mon lit, les yeux secs, avec un bloc-notes sur les genoux. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. » Pour la première fois, je disais la vérité quand quelqu'un me posait cette question. Je lui ai envoyé les $800 ce mois-là. C'était les derniers 800 qu'il recevrait jamais de moi. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Une confrontation sans preuve est juste une dispute. Et les disputes avec Gérald Ingram étaient conçues pour être perdues. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de quelqu'un avec de l'autorité. J'avais besoin de la doyenne. Je suis allé voir le professeur Colton en premier. Je me suis assise dans son bureau, des étagères du sol au plafond, un tableau périodique encadré derrière son bureau, la faible odeur de café noir, et je lui ai tout raconté. La bourse, le compte joint, les $800 par mois, les 3 emplois, tout. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a enlevé ses lunettes, les a posées sur une pile de papier, et a dit, je me posais des questions à ce sujet depuis le week-end des parents. Vous avez une étudiante qui travaille 3 emplois dont le père prétend payer la totalité des frais de scolarité. J'ai fait les calculs dans ma tête après l'avoir rencontrée. Ça ne collait pas. Elle a remis ses lunettes. Stella, ce que vous décrivez est une fraude aux bourses d'études. Ce n'est pas un désaccord familial. Vous devez parler à la doyenne. 2 jours plus tard, j'étais assise en face de la doyenne Patricia Hartwell dans son bureau au 4e étage du bâtiment de l'administration. C'était une grande femme approchant la soixantaine, avec des cheveux méchés d'argent et le genre d'autorité calme qui vous donnait l'impression que le bâtiment lui-même écoutait. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle a demandé au bureau d'aide financière de sortir l'historique complet des versements de Gérald. En une semaine, il l'avait. 8 chèques, 1 par semestre, chacun signé par Gérald R. Ingram, chacun déposé sur le compte joint. Pas un seul dollar n'avait été redirigé vers moi ou appliqué au-delà du paiement automatique des frais de scolarité. L'allocation pour les livres et les frais de subsistance, des milliers de dollars par semestre destinés à me soutenir, allait directement dans sa poche. La doyenne Hartwell a fermé le dossier et m'a regardé. Mademoiselle Ingram, je veux que vous compreniez que ce que vous décrivez n'est pas un désaccord familial. C'est du vol. Elle m'a dit que l'université ouvrirait une enquête interne formelle. Elle m'a dit de garder tout confidentiel. Si votre père apprend qu'il fait l'objet d'un examen, il pourrait détruire des preuves ou déplacer des fonds. Nous devons être minutieux. J'ai hoché la tête. Je pouvais être minutieuse. Je survivais grâce à la minutie depuis des années. La dernière année d'université a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Pas académiquement, mais émotionnellement. Je connaissais la vérité maintenant. Chaque appel du dimanche, chaque culpabilisation, chaque « tu me dois » ça atterrissait différemment quand on savait que l'homme qui le disait avait volé $124 000 au dernier souhait de sa femme morte. Mais je devais jouer le rôle. Les instructions de la doyenne Hartwell étaient claires, agissez normalement. Ne lui mettez pas la puce à l'oreille. Alors, j'ai envoyé l'argent. J'ai répondu aux appels. J'ai dit, oui, papa. Alors que chaque cellule de mon corps voulait hurler la vérité à travers la ligne téléphonique. Gérald, pendant ce temps, serrait la vis. Il a commencé à exiger que je rentre à la maison une fois par mois pour prendre des nouvelles, ce qui signifiait vérifier. Il avait toujours accès à mon compte bancaire d'origine, et il passait en revue mes transactions comme un auditeur. C'est quoi ces $40 chez Target? Pourquoi as-tu besoin de livres? L'école n'a pas de bibliothèque? Il a aussi commencé à planifier ma vie après l'obtention du diplôme sans me demander mon avis. Tu reviendras vivre à la maison après avoir fini, a-t-il dit lors d'un de ses appels du dimanche. Trouve un travail dans le coin. Secrétaire, réceptionniste, quelque chose de sensé. Je n'ai pas payé pour que tu ailles jouer à la scientifique dans une autre ville. Il m'a même envoyé une liste par email. Réceptionniste, hygiéniste dentaire, assistante administrative, employé d'assurance. Pas un seul poste de recherche. Pas un seul. Dans les coulisses, j'ai fait mes propres mouvements. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une institution différente, une que Gérald ne connaissait pas. J'ai commencé à y virer mes chèques de paie.
J'ai contacté le bureau des services juridiques de l'université et j'ai commencé le processus pour retirer Gérald comme signataire autorisé sur mon compte étudiant. Un après-midi, Gérald a appelé le bureau d'aide financière directement, demandant le statut des frais de scolarité de ma fille. Le personnel, briefé par la doyenne Hartwell, lui a donné une réponse vague et joyeuse pour le balader. Il a raccroché satisfait. Il n'avait aucune idée que les murs se refermaient sur lui. En avril de ma dernière année, le bureau du recteur m'a envoyé une lettre. J'avais été nommé major de promo, la moyenne la plus élevée de la classe sortante, 4,0 cumulatif, summa cum laude avec les honneurs du département en biochimie. J'ai tenu cette lettre dans mes mains et j'ai senti deux choses entrer en collision, une fierté si féroce qu'elle brûlait, et une terreur si profonde qu'elle rendait mes genoux mous, parce qu'être major de promo signifiait faire un discours devant tout le monde. Devant lui. La réaction de Gérald a été immédiate et prévisible. Il a appelé dans les heures qui ont suivi. Je ne sais toujours pas qui lui a dit, et sa voix avait cette chaleur huileuse qu'il n'utilisait que lorsqu'il voulait quelque chose. Tu fais un discours. Bien. Tu me remercieras devant toute la foule. Assure-toi de dire mon nom clairement. Gérald Ingram. Je veux que tout le monde entende qui a rendu cela possible. Bien sûr, papa. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit 2 discours. Le premier était le faux, une ode polie et reconnaissante au sacrifice paternel, pleine de phrases comme « Je n'aurais pas pu faire cela sans le soutien indéfectible de mon père ». Je l'ai envoyé par email à Gérald. Il l'a lu, l'a approuvé et a répondu par une seule ligne « Enfin, il était temps que tu montres un peu de respect ». Le second était le vrai. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait dedans pour l'instant, mais je vais vous dire ceci, il ne contenait pas le nom de mon père. Pas une seule fois. J'ai imprimé les 2 versions. La fausse est allée dans une enveloppe étiquetée et discours approuvés. La vraie est allée dans la poche intérieure de ma robe de fin d'études, pliée 2 fois, pressée à plat contre mon cœur. Chaque soir pendant les 3 semaines suivantes, je me suis entraîné devant le miroir de la salle de bain pendant que Rachel s'asseyait sur le couvercle fermé des toilettes et écoutait. La plupart des soirs, elle pleurait. Moi non. J'avais épuisé mes larmes sous la douche il y a longtemps. La robe de fin d'études était accrochée au dos de ma porte. Je la regardais chaque soir avant d'éteindre la lumière. Ce tissu noir, ce cordon d'honneur doré, et je pensais, c'est à moi. Tout ça. Chaque fil. 3 semaines avant la cérémonie, la doyenne Hartwell m'a appelé dans son bureau. Le dossier sur son bureau était épais, peut-être 40 pages. Elle l'a ouvert et l'a tourné pour que je puisse voir. 8 relevés de versement, chacun avec la signature de Gérald. Confirmation de routage bancaire. Un tableur montrant chaque dépôt, chaque date, chaque montant. 124 000 $ sur 4 ans, méthodiquement collectés par un homme qui disait à tout le monde, y compris à sa propre fille, que c'était lui qui faisait des sacrifices. L'enquête est terminée, a dit la doyenne Hartwell. Chaque versement de la bourse Peyton Scholar a été déposé sur un compte joint ouvert par votre père quand vous aviez 17 ans. Il a signé pour chaque chèque en tant que co-signataire autorisé. Aucun fonds au-delà du paiement automatique des frais de scolarité ne vous a jamais été transféré. Elle a fait une pause, laissant l'information atterrir. De plus, vos dossiers d'emploi confirment que vous avez gagné environ 38 000 $ à travers 3 emplois sur 4 ans et envoyé une partie significative de cette somme à votre père comme ce que vous croyez être votre contribution aux frais de scolarité. 38 000 $ gagnés à 15 $ de l'heure. Au salaire minimum, au tarif de traiteur du week-end. Chaque centime envoyé à un homme qui était déjà assis sur une bourse complète. L'université a référé cette affaire au bureau du procureur du comté, a continué la doyenne Hartwell. L'action formelle commencera après la remise des diplômes. Nous ne voulions pas que quoi que ce soit interfère avec votre grand jour. La sécurité du campus sera également informée au sujet de votre père au cas où il causerait une perturbation. Puis elle a sorti quelque chose du fond du dossier. Une seule feuille, une impression d'une lettre que la fondation Peyton avait incluse avec la notification originale de la bourse. Une lettre manuscrite de ma mère soumise avec la candidature. J'ai reconnu son écriture avant de lire un mot. La doyenne Hartwell l'a glissé à travers le bureau. Votre mère a écrit ceci depuis son lit d'hôpital. J'ai pensé que vous devriez la voir. Je l'ai lu. Je ne partagerai pas chaque mot. Certaines choses n'appartiennent qu'aux personnes pour qui elles ont été écrites.
Mais elle a écrit qu'elle ne savait pas si elle vivrait pour me voir obtenir mon diplôme, et elle voulait s'assurer que j'aurais la chance qu'elle n'avait jamais eue. Elle a écrit que j'étais la personne la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. Ma mère a écrit cette lettre en mourant. Mon père a encaissé le chèque qu'elle a rapporté. Je l'ai plié soigneusement, mise dans mon sac et j'ai dit « Merci, doyenne Hartwell. Vous avez gagné plus qu'un merci, Stella. Vous avez mérité cette scène. » La dernière semaine a été méthodique. Je l'ai traité comme un protocole de laboratoire. Étape dans l'ordre, rien de sauter, pas de place pour que l'émotion fasse dérailler le processus. Étape 1, j'ai pratiqué le vrai discours chaque soir. Debout devant le miroir de la salle de bain, les mains à plat sur le lavabo, parlant à mon propre reflet jusqu'à ce que les mots cessent de sembler dangereux et commencent à sembler vrais. Rachel s'asseyait en tailleur sur le tapis de bain à chaque fois, hochant la tête, essuyant occasionnellement ses yeux. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé mardi soir. « Non » ai-je dit, mais j'ai fini d'être sûr de rester silencieuse. Étape 2, avec les conseils des services juridiques de l'université, j'ai officiellement clôturé le compte joint que Gérald contrôlait. Le processus a nécessité des documents, ma signature, ma pièce d'identité, la confirmation du statut d'étudiant. Le représentant de la banque a demandé si je voulais informer le co-signataire. Non, ai-je dit. Étape 3, j'ai emballé ma chambre de dortoir. Tout ce que je possédais tenait dans 2 valises et un sac à dos. 6 ans de vie maigre m'avaient appris à voyager léger. Je n'ai rien laissé derrière moi. Étape 4, j'ai écrit une lettre à Gérald. Claire, factuelle, sans émotion. Elle indiquait que j'étais au courant de la bourse Peyton Scholar, des versements et de son interception des fonds. Elle demandait le remboursement complet et l'informait que je ne serais plus en contact. Je l'ai scellé dans une enveloppe et daté du lendemain de la remise des diplômes. Le cordon d'honneur doré coûtait $25. J'avais demandé à Gérald de m'envoyer l'argent des semaines plus tôt. Il avait refusé. Pourquoi as-tu besoin d'une corde fantaisie? Alors, je l'ai acheté moi-même avec les pourboires d'un service de traiteur. Je l'ai accroché à la poignée de porte de ma chambre vide et je l'ai regardé dans le noir. Le vendredi, Rachel m'a envoyé un message, il a acheté des billets d'avion et il a fait une réservation pour le dîner chez Morton pour après. 5 invités, ses amis. Elle a ajouté un deuxième message, il a fait imprimer des invitations. Bien sûr qu'il l'avait fait. La nuit avant la remise des diplômes, j'étais seul. Rachel était partie ce matin-là. Sa famille était arrivée tôt et elle avait déménagé à leur hôtel pour la nuit. La chambre était nue. 2 matelas dénudés, des étagères vides, le genre de silence qui n'existe que dans les pièces qui étaient pleines. Je me suis assise sur mon lit, juste le draus restant, et j'ai ouvert l'ordinateur portable de ma mère une dernière fois. J'avais parcouru les emails, les documents, la demande de bourse. Mais cette nuit-là, j'ai trouvé quelque chose que j'avais manqué. Une photo enterrée dans un dossier intitulé Stella. Un selfie que ma mère avait pris de nous deux quand j'avais 15 ans. Nous étions dans la cuisine, de la farine sur le comptoir, un gâteau bancal entre nous, toutes les deux souriant comme si le monde était petit et sûr. Elle était déjà plus mince qu'elle n'aurait dû l'être. Je ne l'avais pas remarqué à l'époque. J'ai touché l'écran comme si je pouvais passer au travers. Je suis diplômé demain, maman, ai-je dit à la pièce vide. Je l'ai mérité comme tu le voulais. À 21h, mon téléphone a sonné. Gérald. Rappelle-toi, a-t-il dit, lis le discours que j'ai approuvé. Porte quelque chose de joli. Mes amis seront là. Et Stella, sa voix a baissé dans ce registre qu'il utilisait quand il voulait paraître généreux, c'est un grand jour pour nous deux. Pour nous deux. Oui, papa, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre. C'était la dernière fois que je lui dirais oui. Après avoir raccroché, j'ai repassé ma robe de fin d'études. Pas parce qu'elle était froissée, le tissu était bon, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains à 2h du matin. Le fer sifflait d'avant en arrière, la vapeur s'enroulait sur le bureau à côté de moi. La photo de ma mère, ma toque de diplômé, et 2 discours pliés, un mensonge, une vérité. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond jusqu'à ce que le ciel devienne gris. 7h du matin. J'ai mis la robe. Le tissu était plus lourd que je ne l'espérais. Ou peut-être que c'était juste le matin.
J'ai drapé le cordon d'honneur doré sur mes épaules et ajusté ma toque dans le miroir. Le gland pendait à droite. Après la cérémonie, je le déplacerai vers la gauche. C'était la tradition. Pour l'instant, il restait où il était. L'auditorium de l'État de Millbrook compte 2200 places. Quand je suis arrivé dans les coulisses à 8h15, je pouvais déjà entendre le grondement sourd des familles remplissant les gradins, rire, grincement des sièges pliants, le cri de joie d'un tout petit. La scène était habillée pour l'occasion. Bannière de l'université en bleu marine et or, un podium avec le sceau de l'école, une longue table avec des couvertures de diplômes empilés, des rangées de chaises pour le corps professoral dans leurs tenues académiques. La doyenne Hartwell m'a trouvé dans la zone de rassemblement. Elle portait sa robe doctorale, noire avec des chevrons de velours, et elle m'a serré la main avec les deux siennes. Tout est en place, a-t-elle dit doucement. La sécurité a été briefée. Contentez-vous de livrer votre discours. Ses yeux ont tenu les miens, stables, une encre. J'ai regardé à travers l'espace dans le rideau. L'auditorium était presque plein. 2000 personnes, parents avec appareil photo, frères et sœurs tenant des fleurs, grands-parents dans leurs habits du dimanche. Et là, pile au centre des gradins, section C, rangée 12, mon père. Il portait un blazer bleu marine avec des boutons en laiton, une cravate rouge de pouvoir. Ses cheveux étaient fraîchement coupés. Il ressemblait à un homme se préparant à recevoir un prix. Le flanquant se trouvaient 5 de ses amis, des hommes dans la cinquantaine, des gars avec qui il jouait au poker, buvait, racontait des histoires. Les histoires sur ses sacrifices, son argent, sa fille. J'ai remarqué quelque chose sur le siège vide à côté de lui. Une petite carte. J'étais trop loin pour la lire, mais plus tard j'apprendrai ce qu'elle disait, cordialement invité à célébrer la remise des diplômes de ma fille, rendue possible par Gérald Ingram. Il avait fait imprimer des invitations avec son nom plus grand que le mien. Le professeur Colton, assise dans la section du corps professoral, a croisé mon regard et m'a fait un seul signe de tête ferme. J'ai touché le discours plié dans ma poche intérieure. Le vrai, celui avec la vérité dedans. D'accord, ai-je chuchoté à personne, à ma mère. Allons-y. Pompe and circonstance a rempli l'auditorium comme une vague. La procession a commencé. Je marchais devant, privilège du major de promo, toque droite, épaules en arrière, robe frôlant le sol. Derrière moi, 462 diplômés défilaient deux par deux. Une rivière de tissu noir et de sourires nerveux. Le public s'est levé. Les flashs ont crépité. Les parents tendaient le cou, scannant la ligne pour leurs enfants. Je gardais les yeux devant, mais je pouvais entendre Gérald. Sa voix portait comme toujours, beuglant depuis les gradins. C'est ma fille juste là, devant. Quelques personnes autour de lui ont souri poliment. Ses amis ont applaudi. J'ai monté les marches de la scène et j'ai pris ma place. La chaise désignée à droite du podium, séparée de la rangée des professeurs par une petite table avec une carafe d'eau et un verre. La scène semblait énorme. En dessous de moi, 2000 visages. Derrière moi, une bannière, cérémonie de remise des diplômes de l'Université d'État de Millbrook, promotion 2025. Le recteur a fait des remarques d'ouverture. Un administrateur a lu une citation. La chorale de l'université a chanté. Je n'ai rien entendu de tout cela. Mon pouls était une ligne de percussion. Le discours plié dans ma poche semblait peser 5 kilos. Puis le maître de cérémonie, le vice-doyen, s'est avancé au podium. C'est mon honneur de présenter la major de promo de cette année, Stella Ingram. Elle a maintenu une moyenne parfaite de 4,0 sur 4 ans tout en travaillant 3 emplois simultanés. Elle est diplômée summa cum laude avec les honneurs du département en biochimie et a reçu la plus haute distinction académique de l'université. Mesdames et messieurs, Stella Ingram. Travaillant 3 emplois simultanés. J'ai vu Gérald bouger sur son siège quand le MC l'a dit. Sa mâchoire s'est serrée. Ce détail n'était pas dans le scénario qu'il avait imaginé, celui où son argent rendait tout cela possible, et sa fille était simplement assez talentueuse pour profiter de sa générosité. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'au podium. J'ai posé mes 2 paumes à plat sur le bois. 2000 personnes, un silence absolu. J'ai ouvert la bouche. Il y a 4 ans, ai-je dit, je suis arrivé sur ce campus avec 2 valises, un ordinateur portable d'occasion et 3 demandes d'emploi déjà remplies.
Quelques personnes ont gloussé. Je ne plaisantais pas, mais cela sonnait comme un début humble, le genre d'ouverture que le public attend des majors de promo. Ce n'en était pas un. C'était la première ligne de la vérité. Je suis venu ici grâce à une femme qui croyait que l'éducation était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever. Ma mère, Margaret Ingram, était professeure de biologie au lycée. Elle m'a appris que chaque équation a une solution, que chaque question mérite une réponse honnête, et que la partie la plus difficile de toute expérience n'est pas l'hypothèse. C'est d'avoir le courage de regarder les données. J'ai fait une pause. Dans les gradins, quelques parents tamponnaient déjà leurs yeux. L'histoire de ma mère n'était pas compliquée, une enseignante morte trop jeune, mais c'était réel, et les choses réelles atterrissent différemment de la performance. Elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais tout ce que je suis a commencé avec elle. Je n'ai pas regardé Gérald quand je l'ai dit. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais le sentir. J'ai parlé des emplois, le tutorat, la bibliothèque, les services de traiteur. J'ai appris la biochimie dans les amphithéâtres, et j'ai appris l'endurance dans les cuisines de banquet. J'ai servi des hors-d'œuvre lors d'événements où les serviettes coûtaient plus cher que mes courses hebdomadaires. Chaque crédit que j'ai gagné, je l'ai gagné 2 fois. Une fois en classe, une fois au travail. Le public était calme, pas mal à l'aise, captivé. Mais dans la section C, rangée 12, quelque chose changeait. Gérald Ingram était venu à cette cérémonie pour entendre son nom, pour entendre sa fille le remercier publiquement dans un micro devant ses amis et 2000 témoins. Il attendait la ligne qu'il avait approuvée, je n'aurais pas pu faire cela sans le soutien indéfectible de mon père. Elle n'est jamais venue. J'ai regardé du coin de l'œil alors que sa posture se raidissait. Ses mains agrippaient ses genoux, son sourire tournait au vinaigre. Les amis à côté de lui échangeaient des regards. Quelque chose était sur le point de se briser. C'est arrivé entre 2 phrases. Je venais de finir de dire, chaque dollar que j'ai dépensé pour cette éducation, je l'ai gagné moi-même, quand un son a traversé l'auditorium comme un coup de feu. Une chaise, en métal, pliante, a claqué debout contre le gradin derrière elle. Et puis une voix à laquelle j'avais obéi pendant 22 ans a rugi à travers 2000 personnes. N'applaudissez pas. C'est moi qui ai payé pour ce diplôme, pas elle. Gérald était debout, blazer déboutonné, visage cramoisi, veine visible dans son cou même depuis la scène. Il pointait un doigt vers moi comme s'il grondait un enfant dans une épicerie. Sauf que l'épicerie avait 2000 témoins et un système de sonorisation. Elle n'aurait pas tenu un semestre sans mon argent. A-t-il crié. Tout ce qu'elle a, je le lui ai donné. Cette robe, ce cordon, ce podium, j'ai payé pour tout ça. L'auditorium est devenu silencieux si vite qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré. Quelqu'un a laissé tomber un programme. Un bébé a commencé à pleurer 3 sections plus loin. 2000 têtes se sont tournées vers la section C, rangée 12, vers un homme en blazer bleu marine qui venait de faire exploser sa propre réputation et ne le savait pas encore. Ses 5 amis étaient assis, figés. L'un d'eux, j'apprendrai plus tard que c'était Frank Murdoch, a lentement couvert son visage avec sa main. Je me tenais au podium. Le microphone était toujours allumé. Je pouvais entendre ma propre respiration à travers les haut-parleurs, amplifiés, et je savais que le public pouvait l'entendre aussi. Mes mains tremblaient. J'ai agrippé les bords du podium pour les arrêter. Mon cœur battait si fort que je pensais que j'allais m'évanouir, mais je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le grain du bois sous mes doigts. J'ai regardé la doyenne Hartwell, assise à ma gauche sur la scène. Elle a croisé mon regard et a fait un signe de tête. Petit, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Je l'ai senti et j'ai souri. Pas un large sourire, pas un sourire victorieux. Le genre calme. Le genre qui vient après avoir attendu que quelque chose soit enfin terminé pour que la vérité puisse commencer. J'ai reculé vers le microphone. 7 mots. Je les avais répétés dans le miroir de la salle de bain pendant 3 semaines. Je les avais dit tant de fois qu'ils avaient perdu leur forme et étaient devenus un son pur. Et puis je les avais dit encore plus jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose de plus dur. Pas juste des mots, mais une ligne tracée dans le sol. Je me suis penché vers le micro. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai payé chaque centime moi-même. Silence. 3 secondes entières. Le genre de silence où l'on peut entendre le système de ventilation ronronner. Puis un murmure,
bas au début, ondulant à travers le public comme une pierre jetée dans l'eau. Des têtes qui tournent, des sourcils qui se lèvent, des gens qui se penchent les uns vers les autres. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as entendu ça? J'ai continué, stable, comme si je lisais des données à haute voix dans un laboratoire. 3 emplois, 4 ans, chaque paiement de scolarité, chaque manuel, chaque repas. Les dossiers financiers sont archivés au bureau du doyen. Je me suis tourné légèrement, pas complètement vers Gérald, mais assez. Et la bourse Peyton Scholar, la bourse complète au mérite pour laquelle ma mère a postulé avant de mourir, celle qui couvrait toute mon éducation. Ma voix est restée égale. Ces fonds ont été interceptés et encaissés par quelqu'un d'autre. Les relevés de versement avec signature sont également archivés. Je n'ai pas dit son nom. Je n'en avais pas besoin. Chaque personne dans cet auditorium savait qui je regardais. Gérald était debout dans les gradins, la bouche ouverte, aucun son ne sortait. Le cramoisi s'est vidé de son visage et l'a laissé gris. Il ressemblait à un homme qui venait d'entendre une porte se verrouiller derrière lui. Les murmures sont devenus une vague. Je pouvais entendre des fragments. Elle a dit voler? La bourse? Oh mon Dieu! Dans le coin éloigné des gradins, ma grand-tante Hélène a pressé ses 2 mains sur sa bouche et a commencé à pleurer. Le professeur Colton dans la section des professeurs n'a pas bougé. Elle a juste fermé les yeux un long moment. De la façon dont on le fait quand quelque chose qu'on soupçonnait s'avère être vrai, et que la confirmation fait mal quand même. J'ai reculé du microphone. Tu n'as pas payé pour mon diplôme, papa. Calme, clair, final. Tu as volé dedans. La doyenne Hartwell s'est levée. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'en a pas fait un spectacle. Elle s'est levée de sa chaise avec la gravité posée de quelqu'un qui s'était préparé à ce moment et s'est placée au 2e microphone sur la scène, celui réservé aux remarques administratives. Si je peux me permettre, a-t-elle dit. Sa voix était calme, autoritaire, le genre de voix qui remplit une pièce sans s'élever. 2000 personnes se sont retournées vers la scène. Je peux confirmer que l'université a terminé une enquête interne sur le versement d'une bourse basée sur le mérite attribué à mademoiselle Ingram. La bourse Peyton Scholar, une bourse complète d'une valeur de 124 000 $, a été appliquée au compte de scolarité de mademoiselle Ingram chaque semestre comme prévu. Cependant, les fonds d'allocation d'accompagnement ont été déposés sur un compte joint avec un co-signataire autorisé qui n'était pas l'étudiante. Elle a fait une pause. Cette affaire a été référée aux autorités compétentes. Elle n'a pas dit le nom de Gérald. Elle n'en avait pas besoin. L'auditorium entier savait qui se tenait dans la section C rangée 12 parce que chaque tête s'était déjà tournée. 2 agents de sécurité du campus, je ne les remarquais que maintenant bien qu'ils aient dû être positionnés près de l'allée avant le début de la cérémonie, bougeaient déjà. Ils marchaient calmement vers le haut des marches des gradins vers Gérald, un de chaque côté. « Monsieur » a dit le premier officier assez fort pour que les rangées voisines entendent. « Veuillez nous suivre. » Le visage de Gérald a traversé 3 expressions en 2 secondes, confusion, puis rage, puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur lui avant, la peur. « C'est la remise des diplômes de ma fille », a-t-il bafouillé. « Vous ne pouvez pas. J'ai le droit d'être ici. »« Monsieur, on vous demande de quitter les lieux. » Ils l'ont flanqué, poli mais inamovible. Gérald a regardé autour de lui pour ses amis, les 5 hommes qu'il avait invités pour être témoins de son triomphe. Pas un seul d'entre eux ne s'est levé. Pas un seul d'entre eux ne l'a regardé. Frank Murdoch était assis avec ses coudes sur ses genoux, fixant le sol. Gérald a été escorté vers le bas des marches des gradins, passant devant des rangées de familles silencieuses, devant des mères serrant leurs programmes, devant des pères qui tenaient leurs enfants un peu plus fort à son passage. Les portes en métal à l'arrière de l'auditorium se sont ouvertes puis fermées, et le son a résonné à travers le silence comme un point à la fin d'une phrase. Sur le siège vide de la section C, rangée 12, une petite carte imprimée gisait face visible, rendue possible par Gérald Ingram. Personne ne l'a ramassée. L'auditorium était calme. La doyenne Hartwell a reculé du microphone et m'a fait un signe de tête. Un geste qui disait « C'est toujours ta scène ». Je suis retourné au podium. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose s'était relâché dans ma poitrine. Un nœud que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. J'aimerais finir, ai-je dit. 2000 personnes m'ont donné leur silence.
Il semblait différent du silence d'avant, plus chaud, comme si la salle retenait son souffle, non pas par choc, mais par souci. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma robe de fin d'études et j'ai sorti une seule feuille de papier, l'impression de la lettre de ma mère à la Fondation Peyton. Je l'avais portée contre mon cœur pendant la procession, pendant le discours, pendant tout. Quand ma mère a postulé pour la bourse qui a payé mon éducation, elle était à l'hôpital. Elle avait un cancer du poumon de stade 4. Il lui restait des semaines. Ma voix s'est accrochée, juste à peine, et je l'ai laissé faire. Elle a écrit une lettre au comité de sélection. J'aimerais en partager une partie. J'ai baissé les yeux sur son écriture, photocopiée mais toujours indéniablement la sienne. La légère inclinaison vers l'avant de sa cursive. La façon dont elle barrait c'était avec de longs traits confiants. Elle a écrit « Je ne sais pas si je serai en vie quand ma fille commencera l'université, mais je sais qu'elle y arrivera. Je vous demande de vous assurer quelle est la chance que je ne serai pas là pour lui donner. » Quelque chose s'est brisé dans cet auditorium. Je pouvais l'entendre. Une vague d'émotion qui a traversé 2000 personnes à la fois. Des membres du corps professoral ont enlevé leurs lunettes. Des inconnus se sont pris la main. Au premier rang, une femme que je n'avais jamais rencontrée pleurait ouvertement. Le professeur Colton a pressé un mouchoir sur ses yeux. Tante Hélène à l'arrière sanglotait. Des décennies de culpabilité et de suspicion recevant enfin un nom. J'ai plié la lettre. Elle ne pouvait pas m'accompagner au campus, ai-je dit. Alors, elle a pavé la route à la place. L'ovation debout a commencé dans la section du corps professoral et a roulé vers l'extérieur comme une marée. 2000 personnes se sont levées. Le son était énorme. Pas juste des applaudissements, mais quelque chose de plus fort que des applaudissements. De la reconnaissance. Un témoignage. Je me tenais au podium et je l'ai laissé me submerger. Et pour la première fois en 6 ans, je n'ai pas eu l'impression de porter quoi que ce soit toute seule. Après la cérémonie, après la remise des diplômes, les glands déplacés, les toques jetés, je suis entré dans la zone de réception avec ma robe dézippée et mon cordon d'honneur toujours autour du cou. Des camarades de classe m'ont serré dans leurs bras. Des inconnus m'ont serré la main. Une femme avec des larmes encore sur le visage a dit « Votre mère a élevé une guerrière », et j'ai tenu le coup, tout juste. Puis un homme que je n'ai pas immédiatement reconnu est apparu à mon coude. Il avait la cinquantaine avancée, corpulent avec des cheveux gris clairsemés et le teint rougeaud de quelqu'un qui passait ses week-ends sur un bateau. Il portait une veste de sport qui ne lui allait pas tout à fait, les manches trop courtes, les boutons tendus. Un des 5 invités de Gérald. Mademoiselle Ingram, je suis Frank Murdoch. J'étais un ami de votre père. Je sais qui vous êtes, monsieur Murdoch. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Son regard ne cessait de dériver vers le sol, vers le mur, n'importe où. Je veux que vous sachiez que j'ai des doutes depuis un moment. Votre père parlait toujours de combien il sacrifiait, de combien vous étiez cher, mais l'année dernière, il a acheté un bateau de pêche, en liquide, et j'ai pensé, d'où vient cet argent? Un expert en sinistre. Il a secoué la tête. Je n'ai pas posé la question. J'aurais dû. Il a mis la main dans sa veste et a sorti l'une des invitations personnalisées de Gérald, la petite carte avec rendue possible par Gérald Ingram en lettres gaufrées. Il l'a tenue entre 2 doigts, puis l'a déchirée lentement en 2 et a laissé tomber les morceaux dans la poubelle la plus proche. Je l'ai cru pendant 20 ans, a dit Frank. C'est ma faute. Il a tendu la main. Je l'ai serrée. Sa poigne était incertaine, presque apologétique. Il nous a dit, vous savez, qu'après votre diplôme, son plan était de vous faire gérer une laverie qu'il envisageait d'acheter. La bouche de Frank s'est tordue. Une laverie. Pour une fille qui vient d'être major de promo en biochimie. Il est parti. Pas de drame, pas d'arc de rédemption, juste un homme qui a admis qu'il avait regardé ailleurs et qu'il ne pouvait plus le faire. Je l'ai regardé traverser le parking seul. Aucun des autres amis de Gérald n'est venu me parler, mais aucun d'entre eux n'est allé chercher Gérald non plus. 2 semaines après la remise des diplômes, la machine s'est mise en marche. Le bureau du procureur du comté a ouvert un dossier formel contre Gérald Ingram. Les chefs d'accusation, vol par tromperie, 124 000 $ de fonds de bourse d'études interceptés frauduleusement sur 4 ans, et vol de service pour les quelques 38 000 $ que j'avais gagnés et que je lui avais envoyés sous de faux prétextes.
S'il avait utilisé le service postal américain pour recevoir l'un des chèques de versement, des accusations de fraude postale étaient également sur la table. Les appels du dimanche de mon père sur le sacrifice et le devoir avaient construit une trace papier qui menait maintenant au bureau d'un procureur. L'Université d'État de Millbrook a publié une déclaration officielle confirmant que j'avais été victime de détournement de bourse et que l'affaire avait été référée aux forces de l'ordre. Le fonds d'urgence pour les étudiants de l'université m'a remboursé 38 000 $, mes 4 années de gains, en attendant le recouvrement auprès de Gérald. Ce n'était pas un cadeau. C'était une restitution par l'institution, et il le récupérerait une fois le processus judiciaire terminé. La fondation Peyton Scholar a répondu par une annonce indiquant qu'il mettrait en œuvre des protocoles de versement direct aux étudiants pour toutes les futures bourses. Plus de comptes co-signés, plus d'intermédiaires. Mon cas en est devenu la raison. Gérald a engagé un avocat de la défense. La compte seule était apparemment au nord de 15 000 $. Son bateau de pêche, l'achat en liquide que Frank Murdoch avait trouvé suspect, a été identifié comme un actif potentiel pour la saisie. Le nouveau mobilier de jardin, le F-150, l'écran plat dans ma vieille chambre. Tout acheté pendant les années où les chèques de bourse atterrissaient. Je n'ai pas suivi chaque développement. Je n'en avais pas besoin. Les documents parlaient d'eux-mêmes, tout comme la doyenne Hartwell l'avait promis. Ce sur quoi je me suis concentré, c'était la lettre d'offre posée sur mon comptoir de cuisine, un poste d'associé de recherche dans un laboratoire de biotechnologie au Research Triangle Park, en Caroline du Nord. Salaire de départ, 65 000 $. Avantages sociaux. Un plan d'épargne retraite. Mon nom sur des articles publiés. Je l'ai signé le jour même où j'ai signé le bail de mon premier appartement, un studio avec une fenêtre qui donnait sur un parking, ce qui ne semble pas grand-chose, mais c'était le mien. Chaque mètre carré était à moi. L'appel est arrivé un mois plus tard. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, la partie qui était encore, après tout, une fille, a décroché. Tu m'as détruit. La voix de Gérald était plate, dépouillée de la fanfaronnade sous laquelle j'avais grandi. Pas de chaleur, pas de charme, pas de performance. Juste un homme parlant depuis n'importe quelle pièce où il était assis, seul. Devant tout le monde. Devant mes amis. Tu m'as humilié, Stella. Je suis ton père. Je me tenais dans mon studio. La lumière du soir passait par la fenêtre et tombait sur le comptoir de la cuisine où ma lettre d'offre était posée, déjà signée. La photo de ma mère, le selfie de la cuisine, celui avec la farine et le gâteau, était scotché au mur au-dessus de mon bureau. Tu es mon père, ai-je dit. C'est exactement pour ça que ça fait mal. Tout ce que j'ai fait était pour toi. Tu as volé 124 000 $ d'une bourse pour laquelle maman a postulé pendant qu'elle mourait. Tu as pris 38 000 $ que j'ai gagnés en travaillant 3 emplois. Tu m'as dit que je te devais ça. Tu as dit à tout le monde que tu te sacrifiais pour moi. Rien de tout cela n'était vrai. Je t'ai élevé. Tu n'as pas payé pour mon éducation. Les dossiers le prouvent. Et j'ai fini de discuter des faits. Il y a eu un silence sur la ligne. Pas le genre confortable, pas le genre qui signifie la compréhension. Le genre qui signifie qu'un mur a été heurté. Tu regretteras ça, a-t-il dit. Tu reviendras. Non, ai-je dit. Je ne reviendrai pas. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone sur le comptoir, et je l'ai fixé pendant un long moment. Ce petit rectangle qui avait porté 6 ans de culpabilisation, d'interrogatoires dominicaux et d'exigences. Cette petite machine par laquelle un homme avait contrôlé sa fille à 4 heures de distance. Puis j'ai bloqué le numéro. Je n'ai pas pleuré. J'avais fini de pleurer. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus calme et de plus grand, comme sortir d'un bâtiment dans lequel vous aviez été enfermé si longtemps que vous aviez oublié qu'il y avait une météo. J'ai regardé la photo de ma mère sur le mur. Je vais bien, maman, ai-je dit. L'appartement était calme, le genre de calme que j'avais choisi. 6 mois plus tard, je suis quelqu'un que je reconnais. Je travaille au laboratoire de biotechnologie. Je porte une blouse blanche avec mon nom brodé sur la poche, Stella Ingram, associée de recherche, département de biologie moléculaire. Et chaque matin, quand j'accroche mon badge d'identité à mon cordon, je pense à une fille qui scotchait ses baskets avec du ruban adhésif pour pouvoir porter des flûtes de champagne à travers une salle de bal. Cette fille m'a amené ici.
Je lui dois tout. Mon appartement a des meubles maintenant. Pas beaucoup, mais les miens. Un bureau d'un magasin d'occasion. Une bibliothèque que j'ai montée moi-même. Une petite plante grasse que Rachel a apportée lors de sa visite le mois dernier, toujours en vie malgré mes meilleurs efforts. Elle est entrée, a regardé mes 35 mètres carrés, et a dit « c'est parfait ». Elle le pensait vraiment. Je pouvais le dire parce qu'elle ne pleurait pas. J'ai commencé une thérapie. J'ai résisté au début. Je me disais que j'allais bien. J'avais géré. C'était fini. Mais ma thérapeute, le docteur Nolan, a dit quelque chose lors de notre première séance sur quoi je reviens sans cesse, la survie n'est pas la même chose que le traitement. Vous avez survécu. Maintenant, nous devons faire savoir à votre système nerveux que c'est fini. Elle a raison. 6 ans d'hypervigilance ne s'évaporent pas juste parce qu'on a déménagé dans une nouvelle ville. Tante Hélène appelle tous les dimanches maintenant. Elle s'est excusée de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle soupçonnait quelque chose depuis des années mais ne pouvait pas le prouver et ne voulait pas dépasser les bornes. Je lui ai dit que je comprenais. Je comprends. Le silence face au pouvoir est une stratégie de survie que je connais intimement. Quant à Gérald, aux dernières nouvelles, il négociait un accord de plaidoyer avec le procureur. Mise à l'épreuve, restitution obligatoire, travaux d'intérêt général. Son avocat plaidait qu'une peine de prison rendrait le remboursement impossible. Je ne connais pas l'issue. Je ne vérifie pas. Ce chapitre s'est clos au moment où je suis descendu de cette scène. Je ne lui dois plus mon attention. Voilà l'histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux m'asseoir avec vous une minute de plus, pas pour faire la leçon, pas pour donner des conseils, juste pour vous dire quelque chose que j'ai apprise. Le genre de choses qu'on ne peut apprendre qu'en vivant quelque chose qu'on n'a pas choisi. J'avais l'habitude de croire que le silence était de la loyauté, que supporter les mauvais traitements de quelqu'un qui était censé vous aimer était la même chose que de l'honorer. Ce n'est pas le cas. Le silence face à l'injustice n'est pas du respect. C'est une prison que vous construisez autour de vous-même, un oui, papa à la fois. Le jour où j'ai arrêté de dire oui a été le jour où j'ai commencé à respirer. J'ai aussi appris ceci, gardez vos dossiers, gardez vos emails, gardez vos fiches de paie, gardez chaque morceau de papier qui dit la vérité sur votre vie, parce qu'il viendra un jour où quelqu'un essaiera de réécrire votre histoire et vous aurez besoin des reçus. Les documents ne mentent pas. Les gens, si. Laissez la paperasse parler. Et peut-être le plus important, fixer une limite avec quelqu'un que vous aimez n'est pas un acte de guerre. C'est un acte de survie. Je n'ai pas coupé mon père de ma vie parce que je le haïssais. Je l'ai fait parce que je m'aimais enfin assez pour arrêter de le laisser prendre ce qui n'était pas à lui. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, si quelqu'un utilise la culpabilité ou l'obligation ou la famille comme un outil pour vous contrôler, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Et vous ne devez votre silence à personne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, appuyez sur ce bouton j'aime. Pas pour moi, mais pour que l'algorithme la porte à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et vérifiez la description. Il y en a une autre qui vous attend et que je pense que vous comprendrez. Je m'appelle Stella Ingram. Je suis diplômé de l'Université d'État de Millbrook, summa cum laude, avec une moyenne de 4,0, 3 emplois sur mon CV, et une bourse complète pour laquelle ma mère mourante s'est battue.